Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 1000 pèlerins à la Mecque victimes de la grève du SAMES. Ils n'ont pas pu faire la traditionnelle visite médicale avant ce grand voyage. Les voyagistes privés s'en inquiètent. Pas de panique, les délais seront respectés, tempère la délégation générale au pèlerinage. À la une également, le bureau de l'Assemblée nationale rejette la proposition de loi abrogeant la loi amnistie de Thierno Alassane, proposée par Thierno Alassane Sall pour non-conformité budgétaire. Les détails dans cette édition. L'état de santé du pape François connaît une légère amélioration selon le Vatican. Comment se déroule la succession du pape en cas de décès ou de renonciation? Élément de réponse avec Daniel Diouf. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. 1000 pèlerins sénégalais victimes de la grève de 48 heures décrétée par le SAMES. Ils n'ont pas pu faire la traditionnelle visite médicale avant le grand voyage. Les voyagistes privés s'en inquiètent. Pas de panique, tempère la délégation générale au pèlerinage. Les délais seront respectés. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Une semaine après la première grève, le syndicat autonome des médecins du Sénégal revient à la charge. Et pour 2 jours, les blouses blanches vont encore déserter les salles de soins. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les futurs pèlerins au lieu saint de l'islam. Les médecins agréés de sursoir leur grève pour pouvoir vraiment nous accompagner afin de continuer le processus d'enrôlement du pèlerinage à la Mecque. Vous savez que sans le certificat médical d'aptitude délivré par les médecins agréés, on ne peut pas faire le passeport, on ne peut pas faire la vaccination et on ne peut pas faire les formalités à la banque. Et ce qui peut vraiment créer des désagréments pour l'organisation du Hajj. Et la situation perdure. Et nul n'ignore que tous les jours on prend 250 personnes. Donc 4 jours de grève, ça fait 1000 pèlerins sénégalais qui n'ont pas encore fait leur visite médicale au temps bien déterminé. Même si cela fait naître l'inquiétude chez les voyagistes privés, du côté de la délégation générale au pèlerinage, on relativise. Ça, c'est la deuxième fois que cette grève a eu lieu ici au niveau du hangar des pèlerins. Mais quand même, on est en contact permanent avec eux et ils nous avaient vraiment suggéré de compenser ces jours de grève. Donc nous, au niveau du hangar, on n'a pas ce problème-là, même si aujourd'hui on n'a pas travaillé, mais quand même ils vont compenser ces jours de retard. Pour rappel, le quota octroyé au Sénégal en 2025 est de 12 860 pèlerins. Les 11 000 seront convoyés par les voyagistes privés et les 1 800 par l'État du Sénégal via la délégation générale au pèlerinage. Et hormis les urgences et la continuité des soins d'hospitalisation, toutes les activités médicales sont concernées par cette grève de 48 heures. Voici Djabel Dramé, secrétaire national adjoint chargé des affaires médicales du SAMES. De grève de 48 heures des 26 et 27 février 2025, ça concerne effectivement toutes les activités médicales en dehors des urgences, mais également nous respectons la continuité des soins au niveau des services d'hospitalisation. Ça aussi, c'est important de clarifier cela. En dehors de cela, toute autre activité n'est épargnée par la grève, y compris la délivrance des certificats médico-administratifs, parmi lesquels, bien entendu, ceux qui sont délivrés à la suite de la visite médicale des futurs pèlerins à la Mecque. Donc c'est une situation assez sensible qui a été étudiée au sein de l'organisation, mais compte tenu bien entendu du fait qu'il n'y a aucune urgence, on n'est pas tenu par des délais ni par des échéances en ce qui concerne ces visites médicales. Donc il est important de maintenir en tout cas le mot d'ordre
par rapport à tout ce qui est certificat médico-administratif. Donc c'est sûr qu'il y aura des perturbations au niveau de la visite, au niveau du hangar, mais également au niveau des autres régions. Mais nul n'est l'intention, en tout cas, de compromettre le pèlerinage à la Mecque. Donc c'est pas notre objectif. Et au fur et à mesure que le plan d'action suit son cours, on pourra à chaque fois évaluer en tenant compte, bien entendu, des urgences de l'heure et prendront les décisions les meilleures par rapport à cette situation. En Afrique, chaque année, 91 millions de personnes tombent malades à cause des aliments de la rue. 137 000 en meurent. Ces maladies constituent un frein non négligeable pour le développement socio-économique en augmentant le coût de la santé et en affectant l'essor du commerce du tourisme. La FAO préconise un guide pour la sécurité sanitaire de l'alimentation de rue. Abdulrahman Diallo. La restauration de rue représente un secteur économique majeur dans les zones urbaines africaines, en particulier au Sénégal. Elle joue un rôle crucial dans la vie quotidienne de nombreuses catégories socio-professionnelles, offrant non seulement une source de nourriture abordable et accessible, mais aussi une opportunité économique pour de nombreux acteurs privés. Cependant, cette activité souffre de réels problèmes d'encadrement, empêchant de tirer tout le potentiel de ce secteur, tout en garantissant la protection de la santé publique. Les maladies d'origine alimentaire représentent un fardeau sanitaire considérable en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, en Afrique, plus de 91 millions de personnes tombent malades chaque année, entraînant 137 000 décès, soit un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. Chaque année aussi, 600 millions de personnes tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. Ces maladies constituent un frein non négligeable pour le développement socio-économique en augmentant le coût de la santé et en affectant l'essor du commerce et du tourisme. Face à cette situation, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a organisé mardi dernier un atelier de validation du diagnostic de la restauration de rue et l'élaboration de documents de référence. L'objectif principal est de valider le diagnostic établi sur le secteur de la restauration de rue en élaborant 2 documents essentiels, un guide de bonne pratique d'inspection destiné aux autorités compétentes et un guide de bonne pratique d'hygiène et d'autocontrôle pour les acteurs de la restauration de rue. Allons maintenant à Thiès où les cheminots à la retraite ex-temporaire de la Régie des chemins de fer réclament le paiement intégral de leur pension de retraite de 13 milliards de francs CFA. Ils ont tenu un sit-in à la Bourse du Travail pour alerter les nouvelles autorités. Voici leur porte-parole avec notre équipe sur place. Nous sommes affiliés à la CNTS. De notre secrétaire général, c'est M. Modi Guiro. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en réunion pour parler un peu avec l'État, notamment le gouvernement, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui, il y a quelques mois, lors de son passage à Thiès, il avait promis ferme aux anciens cheminots de régler leurs problèmes de retraite. Nous n'avons pas pratiquement de problème parce que l'IPRES, le concernant, a accepté de payer après avoir reçu une lettre de confort. Donc ça c'est simple. Le Premier ministre nous avait promis il y a quelques mois que ça sera fait. Il a donné des instructions à son ministre des Finances pour que ce problème soit vidé. Nous demandons solennellement à M. le ministre des Finances de régler le problème de ces vieux-là, parce que nous sommes des vieux. Nous avons tout cotisé même à l'IPRES. Nous avons fait pratiquement près de 40 ans de service, autour de 13 milliards. Ce n'est rien pour un État. Au nombre de 1300, ce que nous demandons, c'est de ne pas refaire le scénario de l'année dernière. L'année dernière, lors du mois de Ramadan, on était à la gare. On ne veut pas que ça reproduise. Ce n'est pas bien dans un pays. Le Premier ministre, lors de son passage à Thiès, il a même dit que c'est irresponsable pour un État de voir ses anciens, alors de venir courir derrière des droits bafoués. Je vais profiter de cette occasion pour remercier le député Amadouba. Il nous a toujours accompagnés.
La gendarmerie nationale a tenu son exercice annuel consacré à la restitution des statistiques et des résultats de service de l'année 2024. Dirigé par le général de division Martin Faye, le haut commandant de la gendarmerie nationale, la rencontre revêt une importance particulière pour ce corps d'armée, selon le colonel chaîne emploi et opération, le général de division Martin Faye avec Habib Faye. À la fin de chaque année, nous devons dire à nos concitoyens ce que nous avons fait de l'argent qui nous a été remis. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre de l'argent et ne rien faire à l'issue. Donc nous avons l'obligation de dire ce que nous faisons ou ce que nous avons fait. Informer les populations sur ce que nous avons fait, mais c'est ce que nous envisageons de faire à l'issue. Et cet exercice, nous comptons continuer de le faire chaque année. L'autre grand titre de cette édition politique, le bureau de l'Assemblée nationale rejette la proposition de loi abrogeant la loi amnistie de Thierno Alassane Sall pour non-conformité budgétaire. Selon le premier vice-président, le docteur Ismaïla Diallo, le texte présenté par le député Thierno Alassane Sall ne prévoit aucune mesure compensatoire, rendant son adoption impossible sur le plan juridique et financier. Plaidoyer pour une réforme du système électoral. Selon le GRADEC, le système sénégalais doit être réformé pour que soient levés plusieurs obstacles. Pour l'ONG, nous devons privilégier un système plus inclusif. Voici le reportage de Fatima Touré et Mohamed Djek. En vue de la préparation des prochaines concertations nationales sur le processus électoral initié par le gouvernement, le GRADEC met sur pied le projet Sahel Jam. Ce projet a pour objectif... Ce programme, soutenu par l'Union européenne, ambitionne d'œuvrer à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale. Ceci dans deux directions. D'abord, la préparation des prochaines concertations appelées par les nouvelles autorités sur le processus électoral, en faisant en sorte que ces concertations soient la plus inclusive possible, mais également qu'elles puissent contribuer à la mise en place d'un processus électoral intègre, transparent et démocratique. Les jeunes, principales cibles de ce programme, il est aujourd'hui impératif de discuter et d'échanger avec eux sur les enjeux des réformes selon le GRADEC. Alors, sous ce rapport, il s'agissait aujourd'hui de réfléchir avec les jeunes à partir de leur expérience du système électoral sur les vulnérabilités, les points de vulnérabilité de notre système, de notre modèle électoral qui, malgré sa fiabilité et ses qualités incontestables, présentent des points de vulnérabilité qui appellent des réformes. Pour cela, le projet Sahel Jam se fixe comme mission. Le programme Sahel Jam entend œuvrer pour la réduction des tensions structurelles, l'amélioration de la gestion des conflits et la prévention de la violence. Au sortir de cet atelier d'échange et de consultation, des recommandations vont être formulées dans l'objectif de mieux préparer les jeunes aux prochaines joutes électorales. Météo avec la présence de particules poussiéreuses qui risquent de durer encore, de réduire donc la visibilité. La partie nord du pays est la plus touchée avec le centre. Voici Charmatiyan Camara de la Météo nationale. Poussière qui nous avait été annoncée par l'ANACIM depuis la semaine passée avec une mise à jour qui avait été faite en début de semaine. Et là nous constatons que cette poussière elle a été assez importante dans certaines localités, particulièrement le nord, l'est, mais aussi une partie du centre, pour ne pas dire même vers l'ouest.
avec des concentrations qui ont été assez élevées dans ces localités-là. De cette manière, on a vu qu'à Dakar également, on a noté une forte concentration de poussière avec des visibilités qui ont été considérablement réduites, non seulement dans cette localité, mais aussi dans une partie du nord du pays, particulièrement à Saint-Louis. Il faut savoir donc que cette poussière commencera à se dissiper progressivement à partir donc de demain sur une bonne partie du territoire, avec toujours une présence que l'on pourra noter vers le nord et l'ouest du pays. Et Inch'Allah, arrivé à la fin de journée du jeudi allant au vendredi, on notera donc une dissipation quasi complète de ces particules de poussière sur l'ensemble du territoire sénégalais. Comment concilier les énergies fossiles et les énergies renouvelables au Sénégal avec l'apparition du pétrole et du gaz? C'est autour de ce thème que va se dérouler la prochaine édition du Salon international des énergies renouvelables en Afrique. Écoutons là-dessus le ministre de tutelle. Le Sénégal est à son premier pétrole. Il est à son premier gaz. Et c'est vrai, il a du soleil 12 mois sur 12, du vent et de l'eau 12 mois sur 12, ce qui fait que cette épreuve qui est posée pour certaines nations devient juste des avantages que le Sénégal doit saisir en gommant les aspérités ou les externalités négatives qui doivent être ramenées à leur proportion minimale. Je préciserai à cet effet que on parle du gaz comme une énergie fossile. Mais il est bon de rappeler que le gaz, si tous les pays africains qui ont du gaz se décidaient à exploiter intégralement et totalement l'intégralité de leur gaz, je suis bien conscient de la redondance, ils ne participeraient au gaz à effet de serre qu'à hauteur de 0,5%. Ça veut dire que ici, si on pose l'analyse, le gaz à effet de serre rattaché à l'exploitation du gaz a une incidence presque proche de zéro. La production scientifique africaine reste largement visible sur la scène académique mondiale. Pour inverser la tendance, le Sénégal va assister au Salon international des inventeurs qui se tient chaque année à Genève, en Suisse. Voici le ministre Abdourahmane Diouf avec Abdou Diouf Diagne. Fécond entre l'Union européenne et le Sénégal dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Justement, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, le Sénégal a beaucoup d'ambition. Vous savez que l'Europe a beaucoup de... Nécrologie, l'église chez la famille Ndour à Sacré-Cœur pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de El Hadj Elimane Ndour. La délégation a été dirigée par abbé Théodore Mendy et frère Martin Ndiaye de l'office diocésain de la communication, accompagné de communicateurs de l'église. C'était en présence de Youssou Ndour qui s'est réjoui de la démarche qui confirme la solidité des relations interreligieuses au Sénégal. Vous avez suivi le reportage de Daniel Diouf dans notre édition en Wolof. Les conditions cliniques du Saint-Père ont connu ces dernières 24 heures une nouvelle légère amélioration selon le Vatican. Le pape François, toujours en observation, vous le savez, a tout de même convoqué dernièrement un consistoire, une assemblée de cardinaux dont la date n'a pas été précisée. Mais comment se déroule la succession du pape en cas de décès ou d'abdication pontificale? Réponse avec Daniel Diouf. En cas de décès ou de renonciation, la succession d'un pape est régie par des procédures précises au sein de l'Église catholique. Cette période de transition est appelée sede vacante, signifiant siège vacant en latin. Deux cas de figure se présentent, le décès et la renonciation. Lorsque le décès est officiellement constaté, le cardinal Kamerlingh, c'est-à-dire celui qui est en charge des affaires courantes du Saint-Siège, en informe les fidèles. Dans le cas de la renonciation, c'est le pape qui annonce sa décision de renoncer à sa charge comme l'avait fait Benoît XVI en 2013. Dans la période de sede vacante ou siège vacant, le cardinal Kamerlingh administre donc les affaires courantes du Saint-Siège. Il est responsable de la gestion quotidienne et prépare l'élection du nouveau pape. Seulement,
il ne peut pas prendre de décision engageant l'Église sur le long terme. L'élection du nouveau souverain pontife est effectuée par un conclave constitué de l'Assemblée des cardinaux électeurs. Il se tient généralement entre 15 et 20 jours après le début de la vacance, permettant aux cardinaux du monde entier de se rassembler à Rome. Les cardinaux sont alors enfermés dans la chapelle Sixtine jusqu'à ce qu'une majorité des 2/3 soit atteinte pour élire le nouveau pape. Une fois le nouveau pape élu, l'annonce est faite au peuple par celui qu'on appelle le cardinal protodiacre avec la célèbre formule Habemus Papam. Le nouveau pape apparaît ensuite au balcon de la basilique Saint-Pierre pour sa première bénédiction. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye Der. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.